Alors du coup, je crois que ça y est, on n'a plus personne en salle d'attente et au pire, les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Du coup, merci à tous, et à toutes, d'être là pour cette, session de présentation de la feuille de route, définitive de la Fabrique des transitions pour 2023. Heu, En préambule, juste quelques petites informations sur le déroulé de la séance. Du coup, on a 1 heure et demie là ensemble, pour, vous présenter, les différentes, orientations et les différents projets qui sont, ressortis du coup, dans cette, feuille de route et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à nous les poser soit, directement dans le chat, soit, en levant la main. On prendra un temps, à la fin de la présentation de chaque programme, opérationnel, pour y répondre. Voilà, en guise, d'introduction, peut-être que Julien, tu peux nous refaire un rapide, topo sur, la fabrique des transitions et les enjeux de cette feuille de route? Oui, bien sûr. Alors bonjour à toutes et tous. Bon, la Fabrique des transitions, vous le savez ou vous commencez à le savoir, c'est une alliance. Donc, on n'est pas une forme d'organisation tout à fait classique. Et donc, ce qui se joue notamment à travers ce processus d'une feuille de route partagée, c'est aussi de nourrir l'institutionnalisation de l'alliance. Et donc, l'alliance, c'est à la fois des alliés, près de 400 organisations aujourd'hui, diverses et variées, engagées sur les transitions et ramifié à travers cette charte d'alliance qui vise à accélérer, changer d'échelle et trouver des modalités pour mieux coopérer, créer des synergies les uns avec les autres, et une association de promotion, loi 1901, dont le métier consiste à animer l'alliance, ce réseau de réseaux, et de l'autre côté, à créer des modalités d'accompagnement de territoire pour le faire dans une logique d'alliance, justement, en faisant le pari qu'on a besoin d'être complété, qu'on a des compétences diverses et variées, quand elles sont mises bout à bout, peuvent avoir un impact systémique auprès des territoires, dans les territoires auprès desquels on intervient. Voilà, donc à la fois elle est jeune, cette alliance, elle est installée depuis 2020, et en même temps elle est très ancienne puisqu'elle se fonde dans des expériences territoriales pionnières, pilotes, qui cumulent les unes les autres plus d'une centaine d'années d'expérience. Et donc, voilà, on est dans une démarche où on est rassemblés les uns et les autres pour essayer de changer l'échelle et déplacer et dépasser le plafond de verre sous lequel on se situe. Voilà, les conflits, les conflits d'usage, les difficultés liées au changement climatique, les dérèglements sont de plus en plus présents, les gens sont de plus en plus conscients, et donc on n'est plus dans cette phase d'essayer d'expliquer pourquoi il faut se mettre en transition, mais comment. Et le comment, c'est vous qui le savez, c'est les alliés qui portent des projets, et c'est ce qu'on a voulu installer dans ce processus de feuille de route co-construite, c'était partir de vos projets, de vos intentions, et les mettre dans une logique de perspective commune. Voilà, comment on peut, à partir d'une myriade de projets portés par des tas d'acteurs différents alliés de la fabrique, essayer d'avoir une représentation partagée de ce qu'on essaye de construire ensemble sans avoir une asso qui dit ce qu'il faut faire ou sans avoir des membres qui votent et qui disent ce qu'il faut faire. Voilà, donc on essaye d'inventer cette démarche-là et c'est ce à quoi on s'est employé ces derniers mois depuis la dernière assemblée. Et donc cet outil de feuille de route, il va être aussi un outil de suivi. Il n'y a pas tout dans la feuille de route, tout n'apparaît pas. Il y a des projets qui sont portés par les alliés qui ne sont pas situés dans cette feuille de route parce qu'ils n'ont pas été portés, mis en avant ou simplement voilà, pas identifiés à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et donc, on essaye d'installer voilà, cette espèce de radar commun, de galaxie commune pour identifier ce que les uns et les autres font quand ils acceptent de le mettre en lumière. Et donc, on va tâcher aussi de faire de cet outil un outil d'évaluation d'année en année, d'assemblée en assemblée, pour voir et comprendre en fait les synergies qui se mettent en place au niveau de notre alliance. Merci. Et du coup, pour compléter, ce propos introductif, je vous propose de revenir rapidement, sur les différentes étapes du processus de co-construction, de la feuille de route. Pour, notamment, ceux qui l'ont pris en cours de route, par exemple, ou pour juste se remettre tous, sur la même page. Du coup, ce processus, il a commencé en juin 2022 avec, l'AGO de la PFDT, lors de laquelle ont été votés les 3 programmes, opérationnels qui structurent les activités de la Fabrique des transitions. Donc, vous commencez à bien connaître aussi le P1 animation de l'alliance, le P2, sur les accompagnements en cohorte et le P3 sur les appuis ponctuels et expérimentaux.
Et ces 3 programmes opérationnels, ils traduisent concrètement les 4 objectifs de la charte d'alliance que vous commencez aussi à connaître. Donc, le premier objectif, construire ensemble une communauté apprenante de manière à enrichir un patrimoine commun. Le deuxième objectif, mettre ce patrimoine au service de l'Alliance. Le troisième objectif, proposer ensemble des changements de modèle. Et le quatrième objectif, favoriser le déploiement d'une ingénierie de la conduite de changement systémique. Donc, c'est sur le processus, en fait, c'est continué ensuite lors de l'Assemblée des Alliés 2022, où les alliés ont été invités à proposer des projets qu'ils souhaitaient porter au sein de l'Alliance en 2023. À partir de ces projets, on a élaboré une première version de la feuille de route qui a été présentée en décembre. Et à partir de laquelle on a identifié un certain nombre d'enjeux et d'éléments à préciser, à continuer de travailler. Donc, c'est ce qui a été fait là, au premier trimestre 2023 par les alliés, réunis au sein des mêmes orientations et sous-orientations de la feuille de route, qui ont précisé individuellement ou collectivement leurs différents projets. Et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à cette feuille de route dite définitive, qui guidera donc notre action jusqu'à la prochaine Assemblée des Alliés, où effectivement, du coup, on aura un support pour évaluer notre action. Et ça sera aussi, et du coup, la prochaine Assemblée des Alliés, où on lancera aussi le processus de co-construction de la prochaine feuille de route. 2024, si le processus s'avère concluant et qu'on le renouvelle d'une année sur l'autre. Voilà, quand je dis feuille de route définitive, effectivement, j'appuie ce que disait Julien. Ça reste une photographie à l'instant T des dynamiques en cours au sein de l'Alliance. Et donc, cette feuille de route, elle nous donne les grandes orientations pour l'année à venir, un certain nombre de projets définis, mais les choses peuvent encore évoluer, bouger, se préciser. Voilà, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, voici pour les étapes du processus. Maintenant, voici la fameuse feuille de route définitive. Waouh! Voilà, merci Anne-Louise. Cette fois-ci, sur fond de ciel étoilé, pour continuer à filer la métaphore. Du coup, sur cette feuille de route, on retrouve les 3 programmes opérationnels de l'Alliance, le P1 sur l'animation de l'Alliance, le P2 sur les accompagnements en cohorte et le P3 sur les appuis ponctuels et expérimentaux. Et on retrouve également les grandes orientations pour l'année à venir, qui sont cette fois-ci symbolisées par les bulles blanches légèrement plus petites, et également les projets symbolisés par des bulles vertes, avec à chaque fois les alliés qui y sont rattachés, donc représentés dans les bulles bleues plus petites pour les alliés, et les petites bulles blanches pour la PFDT. Parce qu'à noter aussi que par rapport à la première version de la feuille de route, sur cette version définitive, on a souhaité inscrire à la fois les projets proposés par les alliés et les projets initiés par la PFDT. Donc, ce qui explique aussi que cette feuille de route définitive, c'est un petit peu étoffé par rapport à la première version, non seulement parce qu'on y a aussi ajouté les projets initiés par la PFDT, mais aussi parce que du coup, à l'issue du travail de précision et de qualification des projets par les alliés qui s'effectuait au premier trimestre, et ben, du coup, les projets se sont précisés et donc ramifiés et donc multipliés. Donc voilà, on a une feuille de route légèrement plus dense que la première version, notamment pour le P1 qui s'est pas mal étoffé. Sur cette feuille de route définitive, on a également à nouveau identifié des enjeux. Donc, il s'agira de traiter aussi d'ici dans l'année, d'ici l'Assemblée des Alliés 2023. Donc, ces enjeux qui sont à nouveau symbolisés sous la forme d'étoiles, des étoiles jaunes quand il s'agit d'enjeux à traiter par les alliés, et d'étoiles blanches quand il s'agit d'enjeux à traiter par la PFDT. Voilà, à gros traits pour cette feuille de route définitive. En fait, elle mérite, comment dire,
étant donné sa densité, je vous invite chacun à prendre un moment pour vous plonger dedans et circuler entre les différents projets, etc., voilà, pour les découvrir. Et c'est ce qu'on va aussi faire du coup tout au long de cette présentation. Du coup, j'enchaîne avec la présentation du premier programme opérationnel pour lequel on a identifié 6 grandes orientations. Et la première d'entre elles est liée aux permanences, qui sont donc ces temps mensuels organisés par l'APFDT, où les alliés sont invités à venir rencontrer l'équipe de l'APFDT, à échanger, à poser leurs questions, à faire des suggestions. Voilà, ça a lieu tous les premiers mardis du mois en visioconférence entre 11h et 13h. Donc, chacun est invité à venir se connecter quand il le souhaite à l'intérieur de ce créneau. Et donc, en 2023, ces temps continueront à être animés par la PFDT. Je te laisse la main ensuite, Anne-Louise, pour la Oui. suite sur les orientations liées à la gouvernance. Oui, tout à fait. Et pour renchérir sur les permanences, si par exemple on ne répond pas aux mails parce qu'on est noyé, bah, venez dans les permanences, comme ça on discute. C'est vraiment une occasion de se parler et aussi de rencontrer d'autres alliés. Donc voilà, c'est vraiment des temps d'échange. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Mais voilà, ils existent, vous pouvez vous en saisir. En effet, sur la gouvernance, je ne vais pas être longue, mais il y a quand même deux enjeux qui vont être notamment travaillés par le CA cette année. C'est donc la révision de la charte d'alliance qui a été rédigée en 2021, mais depuis, voilà, ça a bougé. Il faut peut-être la réduire un petit peu, ou en tout cas la rendre plus prenable. Donc, il y aura tout un travail sur la charte qui va être initiée et l'instauration d'un collège des garants. Le collège des garants est inscrit dans notre charte. On doit avoir un collège des garants qui permet qui n'a pas forcément de responsabilité opérationnelle dans la fabrique, mais qui veille au respect de ses objectifs et de son éthique. Et qui veille aussi à attirer l'attention des alliés sur les dérapages éventuels, proposer des remèdes. Donc voilà, on a vraiment cet objectif-là dans le cadre de la charte, de mettre en place ça. Donc on va essayer de le tenir et on vous présentera tout ça lors de l'Assemblée 2023. En termes de ressources et de communication, alors, donc vous savez, l'année dernière, on a publié donc les 4 fondamentaux et les 4 fantastiques. Et cette année, on s'attelle à la mise en récit. Vous aviez dû voir, une première publication avait été réalisée avec le CERD en 2021 sur la mise en récit des projets de transition. Mais on s'est rendu compte, entre-temps, entre 2021 et aujourd'hui 2023, beaucoup de choses ont bougé. On a beaucoup réfléchi à comment on pense la mise en récit. On a essayé de formuler aussi plusieurs dimensions de la mise en récit. Et donc, cette publication s'attellerait à justement poser ces 5 dimensions-là, vraiment travailler ce que veut dire la mise en récit et l'illustrer par des initiatives qui ont été portées par l'association de promotion, mais aussi par les alliés. Donc, ça va vraiment permettre de mettre en avant aussi tout ce que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des initiatives que vous avez portées auprès de collectivités, auprès de territoires, d'associations autour de la mise en récit, à nous envoyer un petit mail, à les partager pour qu'on puisse les valoriser au sein de cette publication. Donc voilà, ce sera vraiment l'occasion de poser sur le papier tout ce qui a été fait et de s'amuser côté Pôle Ressources à faire des jolis dessins et aller vous contacter et vous envoyer plein de mails pour savoir ce que vous avez fait de votre côté. Donc voilà, cette publication sortira normalement pour l'Assemblée des alliés. On a aussi, c'est plus annexe, mais c'est important de le mentionner, tout un travail qu'on va faire de refonte du site web. Vous avez dû voir, il est compliqué à attraper. Il a été réalisé au tout début, avant même que la fabrique existe de manière opérationnelle. Du coup, il n'est pas vraiment adapté à ce qu'on propose. Ça ne permet pas vraiment de donner de l'espace aux alliés, de rendre visibles les parcours, les dispositifs. Donc, on va essayer de le repenser aussi avec vous. On partagera un petit peu les différentes étapes pour avoir un site web qui permet au mieux de rendre visible ce que fait l'Alliance. Donc ça, on y travaille. C'est Irvina à la manœuvre. Toujours dans ce programme Animation de l'Alliance, il existe, comme vous le savez, les journées d'initiation à la conduite de changement qui sont animées avec le CGDD, avec l'association de promotion et la Traverse, et qui sont donc des journées gratuites ouvertes à tout type de territoire et qui permettent de revenir sur les enseignements des territoires pionniers en matière de transition et de travailler entre pairs. Et on demande à chacun des territoires de venir, non pas tout seul, mais de venir avec les 4 fantastiques, donc avec les élus, les agents, les acteurs socio-économiques et des agents de l'État territorial, pour venir travailler ces questions-là de conduite de changement, d'engagement,
d'essayer de travailler comment on vient agir en coopération, comment on agit de manière systémique. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les prochaines dates sont le 17 mai et le 20 septembre. Donc c'est aussi l'occasion pour vous, si vous accompagnez des collectivités, de les faire venir, de les faire travailler autour de votre projet au sein de ces journées d'initiation. À la suite de ces journées d'initiation, on a tout un dispositif expérimental aussi en cours de construction avec Collab Studio, donc qui sont un kit de formation action d'élus et d'agents à la réalisation de diagnostic. Alors, je m'explique. On est parti du constat qu'il y avait un besoin fort de formation des élus et des agents, mais que ces dispositifs de formation étaient souvent obsolètes, descendants ou en décalage avec les besoins réels des territoires. C'est pour ça qu'on s'est dit, ça serait intéressant de proposer un dispositif de formation action des élus et des agents qui s'appuierait sur le retour d'expérience de ces derniers, sur le partage entre pairs, une formation non pas uniquement de contenu, mais de posture aussi. Comment on comprend un territoire, comment on vient réaliser un diagnostic dans d'autres territoires que le sien, comment ce décalage permet de revenir dans son territoire de manière à avoir une meilleure connaissance du sien. Donc voilà, donc ça serait un dispositif qui permettrait de former à la fois des élus et des agents intéressés et de former aussi, attention, ça se complexifie, de former aussi des élus et des agents des territoires diagnostiqués. Voilà, on a toujours tendance à toujours complexifier côté fabrique, donc voilà l'exemple parfait. Mais en tout cas, ça serait un dispositif qui forme par l'action, qui permet le partage entre pairs et qui permet de tester tout ça en diagnostiquant 3 territoires. Voilà pour on communiquera là-dessus une fois qu'on aura formalisé un peu plus en détail ce qui va se faire, mais c'est en cours avec Collab Studio. Je vais maintenant passer au chantier. Donc, comme vous le savez aussi, on avait lancé déjà en 2021 plusieurs chantiers avec des alliés. Donc, il y avait 8 chantiers qui avaient été lancés autour de la transition alimentaire, les nouveaux modèles économiques, autour d'un média capacitant, de collectifs d'alliés qui se réunissent pour se saisir des journées d'initiation. Donc, il y avait tout ça qui a été lancé. En 2023, ils sont quasi tous terminés et de nouveaux chantiers font leur apparition, notamment 2. Il faut encore que ces chantiers, je précise quand même, soient validés par le CA s'ils demandent un financement, mais en tout cas, je vous partage la proposition qu'ont fait ces alliés et qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui ou qui ne souhaitent pas prendre la parole. Donc, je vais me charger de parler à leur place et j'espère être fidèle à ce qu'ils ont proposé. Donc, un premier chantier, c'est le chantier qui s'appelle Intégration des nouveaux alliés, qui est porté par le CERD et la Traverse. Et ce chantier est parti d'un constat, c'est que l'Alliance regroupe près de 400 territoires d'acteurs engagés dans la transition, et ça se traduit par une pluralité d'approches, d'expertise, d'enjeux, d'intervention. Et ça se traduit donc par des différences dans les approches de la notion de transition. Il n'y a pas de vision commune sur cette notion, et ça peut amener à des incompréhensions. Déjà, des incompréhensions relatives au niveau d'ambition, à quels différents degrés d'ambition on porte dans les transformations des systèmes de pensée, des modèles économiques, des trajectoires de développement, mais des incompréhensions aussi relatives aux prismes thématiques et aux domaines d'expertise, et donc au vocabulaire qu'on emploie. Du coup, dans l'optique de faire vivre cette alliance, ces alliés proposent d'assumer collectivement des incompréhensions et de travailler ça au sein d'un chantier. Le premier, ça serait de fonder un même niveau d'ambition. Donc, aujourd'hui, au sein de la fabrique, il y a plusieurs dispositifs qui existent et qui permettent aux alliés de se familiariser avec des méthodes de conduite de changement. Il y a les journées d'initiation, il y a des dispositifs, des diagnostics, mais ça ne suffit pas. Il serait intéressant, du coup, pour ces alliés de s'intéresser autant à la question du comment on porte la transition que du pourquoi, et vraiment de revenir sur ces points-là. Et donc, de proposer une formation qui qualifie davantage ces éléments, d'étayer ces constats, d'assurer une connaissance solide et partagée des grands enjeux de la transition. Donc ça, c'est le premier point de cette formation qui est proposé d'être travaillé dans ce chantier. Le deuxième point, c'est de proposer un socle d'expertise commune. Il serait utile, du coup, en complément de cette formation sur les enjeux, d'essayer de travailler peut-être un vocabulaire commun, ou en tout cas de travailler la pluralité des approches portées par les alliés. Il serait intéressant, du coup, selon eux, de dépasser les prismes thématiques en dézoomant et en prenant du recul sur les domaines d'expertise respectifs pour assumer ce qui nous rassemble dans cette alliance. Cet espace, du coup, qui propose devrait avoir pour objectif de fonder l'alliance, de transformer réellement
l'expertise qu'on essaie de porter et de permettre aux alliés d'appréhender un vocabulaire commun. Donc, sous quelle forme? Il proposerait une formation de plusieurs jours où tous les alliés signataires sont conviés une fois la charte signée. Donc, ça serait un parcours vivant plutôt qu'un MOOC ou qu'une ressource pour faire jouer à ce dispositif son rôle d'intégration aussi des alliés, créer du lien, s'assurer l'appropriation réelle des enjeux de transition et travailler du coup plusieurs constats. Bon, et ce dispositif serait aussi gratuit pour les alliés. Donc ça, c'est leur proposition. Ça vise encore à être étayé et être validé du coup par le CA. Mais voilà ce qu'ils proposent en termes d'intégration et de formation des nouveaux alliés. C'est dense, mais ce n'est pas mes mots, donc c'est toujours plusieurs quand ce ne sont pas les siens. J'espère que vous suivez toujours. Je passe au deuxième chantier, qui est celui sur les outils et la représentation de la systémie, qui est donc porté par Futurible, le collectif TAMA, la 27e région et Open Atlas. Pareil, d'où part ce chantier? Il part du constat que les démarches de transition engagées sur les territoires visent un changement de modèle économique, social et organisationnel et qu'elle s'inscrit dans un environnement marqué par plusieurs mutations systémiques. Or, si les démarches de transition sont conduites au titre d'un changement systémique, le plus souvent, elles ne s'appuient pas sur un outillage qui permet d'aborder le territoire comme un système en dynamique ouvert sur d'autres systèmes. On manque vraiment d'outils qui permettent de représenter tout ça et donc qui soit un levier pour les territoires. Donc, pour ces raisons, il apparaît, selon eux, nécessaire de renforcer la capacité des acteurs de territoire à appréhender cette diversité et cette complexité des changements. Donc, ils proposeraient de mettre en place des réunions visio toutes les 3 à 4 semaines avec le groupe d'acteurs déjà identifié, mais peut-être aussi avec d'autres, pour produire des livrables, des typologies de représentation systémique qui permettraient d'être au service des territoires de la fabrique des transitions. Voilà pour généralement la présentation de ce chantier. Oui, on va peut-être laisser Isabelle ou Cap présenter le prochain chantier. Si vous êtes là, je vous ai vu dans la salle. Comme ça permettra d'alterner. Je ne parle pas tout le temps. Oui, merci. Oui, super. Anne-Louise. Vas-y, Isabelle. On a eu notre première réunion à 6 tout à l'heure. Donc, le titre du projet, on l'intitulerait « La transition est pleine de ressources », avec comme sous-titre une ingénierie des ressources au service des transitions et les conditions de leur utilisation. Donc, c'est un sous-titre provisoire. Les alliés impliqués dans ce travail sur les ressources, donc il y a CAP avec Karine et Alban, COP Action avec Kamel, Charlotte, Calidroit et Florence pour Tiers de confiance et qui est venue aujourd'hui avec Georges Der de l'Université de Toulouse et qui animent tous les deux un DU autour de l'accompagnement des transitions sur les territoires. Les points, les objectifs qu'on s'est fixés à ce stade, donc après une première réunion à 6, c'est de créer les conditions favorables à l'utilisation des ressources et leur potentiel, partant de l'idée qu'au-delà de l'outil ressources, il est important de créer du lien, puisque si on veut faire du lien entre les ressources, créer une dimension réseau entre les acteurs, notamment qui vont utiliser ces ressources, il faut qu'on crée les conditions de la confiance, les conditions de la coopération et une relation apaisée vis-à-vis des ressources pour pouvoir engager ce travail et cette bonne utilisation des ressources. Deuxième volet, co-construire, mettre en commun des outils, de la méthodologie, des réseaux pour construire des ressources ou savoir les utiliser et développer une ingénierie pédagogique autour des ressources. Réfléchir sur le caractère de valable et de valeur de la ressource, une ressource pouvant représenter parfois plusieurs années de travail. Donc, il y a une dimension économique et en même temps une dimension d'ouverture, de partage, mais aussi une dimension économique derrière la ressource qu'on utilise. Est-ce que c'est une fonction d'ambassadeur territorialisé pour accompagner l'utilisation des ressources pour les personnes qui le souhaiteraient? Et plus largement, réfléchir à ce que cette utilisation, ce travail sur les ressources mobilise
en termes de motivation, de capacitation des acteurs, d'auto-formation, coopération ouverte, rapport à la technologie et au savoir. Voilà, il y a un certain nombre de dimensions conceptuelles qui sont sous-jacentes à la dimension de ressources et qu'il nous paraît important de travailler pour ne pas se concentrer uniquement sur une dimension opérationnelle de typologie, de critérisation, de fiches mode opératoire ou d'accompagnement à l'utilisation d'outils. Merci Isabelle de la présentation et de ce joli chantier qui réunit déjà un beau collectif d'alliés. Je vais continuer sur le prochain, donc commun de la coopération. Donc c'est en cours de structuration encore, mais l'idée, ça serait on travaille avec Collab Studio sur comment proposer une plateforme de commun autour de la coopération. On est aussi parti du constat qu'il y avait, tout le monde avait ses outils, ces méthodes d'animation dispersées sur différents sites web. Comment, à un moment donné, on réfléchit à le mettre en commun autour d'une même plateforme. Donc, c'est encore en train d'être positionné, mais il y aura peut-être des échanges, Isabelle, à faire avec ce chantier et Collab Studio là-dessus. On voit qu'il y a des croisements encore à faire entre les chantiers. Le dernier aussi chantier, c'est les voyages apprenants. Donc là, c'est plutôt une proposition qu'on ouvre aussi au sein de l'Alliance. Il y a déjà plusieurs alliés qui portent des dispositifs de voyage apprenants, que ce soit en France ou en Europe. Et on s'est dit que c'était vraiment intéressant et dans la continuité même de ce qu'on porte au sein de la fabrique, de développer ça et de travailler à comment on pourrait proposer une offre commune de voyage apprenants au sein de la fabrique des transitions. Les voyages apprenants, ils ont aussi cet apport-là de non pas d'écrire au travers de webinaires ce qui est fait, mais d'aller voir directement sur le terrain ce qui est fait par d'autres territoires, de s'inspirer, de aussi mobiliser au sein de sa collectivité d'autres personnes pour se déplacer et aller voir ce que font notre territoire. Donc, il y a un vrai intérêt là-dessus à ouvrir un débat ou en tout cas un chantier. Donc, on proposera un appel dans le prochain établi, mais voilà, si vous avez connaissance d'alliés, de structures ou que vous-même êtes intéressé par cette thématique de travailler sur des voyages apprenants, n'hésitez pas aussi à nous le communiquer par mail ou à lever la main tout à l'heure. Oui, le P1 est particulièrement dense. Donc, en effet, il y a un chantier qui s'appelle Ingénierie et intelligence de la transition systémique, qui est porté par Laurent Fussien de la ville de Maloney. Donc, en fait, ce chantier fait suite à tout un travail qui a été mené en 2021 avec Laurent. D'ailleurs, ce n'est pas un chantier, c'est plutôt une communauté apprenante, mais bon, c'est pas grave, on retombe sur nos pattes. Donc, l'idée, ça serait d'avoir un groupe de travail axé sur les méthodes et les outils de la conduite de changement et en gros, de faire venir autour de la table des collectivités qui se posent ces questions de conduite de changement et d'essayer de voir quel retour d'expérience elles peuvent partager, quels outils elles ont mis en place et quels enseignements on en tire. Donc, il y a plusieurs temps d'échange qui ont été programmés dans l'année. Ça vient tout juste d'être lancé. Pour mettre en lumière des initiatives concrètes sous forme de témoignages, de travailler après, de voir ce que ça a permis de lever comme frein, enjeu et comme effet utile au sein des collectivités qui le présentent et au sein des alliés qui sont dans ce chantier. Donc, c'est encore en cours de positionnement et c'est encore, voilà, on vient tout juste de le lancer, mais voilà, si vous portez par exemple un projet d'administration, que vous êtes intéressé par ces questions-là de conduite de changement et que vous voulez avoir des retours de territoires qui l'ont vraiment mis en place et qui ont essayé de réfléchir à des outils partageables pour inspirer d'autres collectivités, cet espace vous est ouvert et vous pouvez contacter Laurent Fussien. Autre chantier, c'est celui sur les nouveaux modèles économiques. On l'a mis là parce qu'il est encore en cours. Il avait été lancé en 2021. Donc ça, c'est un chantier qui est piloté par l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération et qui rassemble autour de la table d'autres acteurs qui travaillent à la transition économique, comme le Labo de l'ESS, le RTES, la 27e région, le CERF, par exemple. Et donc, le but, c'était de travailler autour du référentiel qu'a déjà posé l'UFC et de voir comment il pouvait être enrichi par celui de d'autres alliés, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire. Donc, voilà, donc ils ont repris des fiches, ils vont formaliser un livrable sans doute à la fin de ce chantier, mais c'était pour vous montrer qu'il existait encore et qu'il y a toujours une réflexion sur ces nouveaux modèles économiques en cours au sein de la fabrique. Et enfin, pour terminer sur les chantiers,
il y a le chantier suite des journées d'initiation. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de chez Collab peut-être ou Claire qui pourrait, je vous prends un peu à la volée, mais c'est pour pas que ça soit toujours moi qui présente. Si Claire ou quelqu'un d'autre du chantier voulait en dire 2 mots. Désolée Claire, je te Problème. pague. Donc l'enjeu, c'est suite aux journées d'initiation, les territoires ont souvent envie de passer à l'action, mais ne savent pas forcément bien comment s'y prendre. Et donc l'enjeu de ce chantier, c'est d'aller qualifier leurs besoins, les aider à atterrir par rapport à ce qu'ils ont reçu lors de la journée d'initiation, et ensuite co-construire ou organiser la co-construction d'un accompagnement avec plusieurs alliés sur mesure pour les territoires. Merci, merci Claire. Parfait, timing impeccable. Oui, on va peut-être faire une petite pause sur les questions. Peut-être, est-ce qu'on a, je sais pas, Irvina, si tu as une petite diap qui résume ce qui a été présenté, peut-être la première du programme pour... Ouais. Est-ce que vous avez des questions de clarification ou des remarques suite à ce premier programme qui est assez dense? Ou Julien, si tu as des compléments aussi? J'en aurais plein, mais je vais éviter de dire trop de choses. Non, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'en fait, finalement, l'identification d'idées, de chantiers, de projets, ça vit en fait. Et donc, il y a eu des idées proposées à l'Assemblée, ce que disait Irvina, qui se sont pas forcément matérialisées dans le mouvement. Il y a des idées qui vont continuer à naître et qui sont pas aujourd'hui identifiées dans cette feuille de route. Enfin, voilà, l'intérêt qu'on y voit, par contre, c'est le fait que ça met vraiment en lien des acteurs qui ont une même intention, une même envie et qui vont apprendre du coup à se connaître, à se rencontrer. Donc voilà, sur les chantiers spécifiquement, je trouve que c'est intéressant. Après, il y a une vocation quand même au niveau de l'association de promotion, c'est d'essayer au maximum d'opérationnaliser la portée de ces chantiers, c'est-à-dire voilà, d'essayer de constituer, je ne sais pas, un outil, un livrable, quelque chose qui puisse permettre à d'autres de se saisir du cheminement qu'a nourri le groupe qui s'est emparé de la question. Bon, c'est une belle intention, c'est pas toujours évident à faire dans le réel, puis ça suppose surtout du temps, ce que tu montrais avec le chantier sur les nouveaux modèles économiques, c'est qu'en fait, il a démarré en 2021, le temps qu'il trouve son positionnement, son rythme, les angles qu'il voulait travailler, mais en fait, c'est un chantier qui s'étale aussi. Et donc, voilà, on voit qu'il y a des initiatives qui naissent et qui se prolongent. Donc, tout ça, pour nous, a beaucoup de valeur. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de le matérialiser ici. Merci Julien. Et pour compléter aussi, là pour l'instant, en effet, on a marqué feuille de route définitive, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas des idées à un moment donné de chantier, de choses que vous aimeriez mettre au travail au sein de la fabrique des transitions, voilà, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Si vous souhaitez qu'on vous mette en lien avec d'autres alliés, c'est aussi notre rôle. Donc, c'est encore ouvert et vous pouvez tout à fait proposer des idées et des initiatives tout du long. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, besoin de clarification, des chantiers qui manqueraient, des envies? Non, je ne vois pas de réaction dans le chat. OK. Du coup, on passe sur le deuxième programme, si ça va à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi après. Très bien. Donc ce sont le deuxième programme, c'est les parcours d'accompagnement en cohorte. Alors, pourquoi en cohorte? C'est cette idée de dire qu'on n'accompagne pas forcément des territoires de manière individuelle. On essaie de les accompagner ensemble, c'est-à-dire d'accompagner 1 ou 2 ou 3, enfin même beaucoup plus de territoires en même temps, parce qu'on fait le pari que ces territoires-là ont des choses à se dire ensemble et ça nous permet de penser tout un dispositif de parcours en 5 phases qui permet à la fois d'avoir les temps de tronc commun, de diagnostic, de partage entre pairs, d'accompagnement de projets. Et donc, ces accompagnements-là en cohorte mobilisent à chaque fois donc plusieurs territoires. Et dans ces plusieurs territoires, on leur demande de venir toujours avec leur cadre fantastique. Donc, les élus, les agents, les acteurs socio-économiques, les agents d'État. Donc, à chaque fois, ça fait des parcours d'accompagnement avec une quarantaine, s'il y a 10 territoires, ça va faire une quarantaine de personnes. Et on va essayer tout du long de les co-construire aussi avec les alliés. Donc, de faire intervenir des alliés à chacun des temps pour la réalisation de diagnostics, pour les temps de tronc commun, pour les accompagnements.
ou pour la mise en récit de ces dispositifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on avait du coup, ouais, tu peux passer à la slide suivante, Irvina. En 2021, on avait lancé l'accompagnement de 10 territoires pilotes avec l'ADEME, donc qui s'est clôturé cette année, en octobre 2022. Et donc là, on est en train de qualifier avec ces 10 territoires pilotes et les alliés les suites potentielles. Pas qu'il faille indéfiniment continuer à accompagner ces 10 territoires, mais il y a peut-être des besoins d'animation, en tout cas des besoins de la part des territoires qu'on pourra encore travailler avec eux. Donc, on est en train d'organiser un temps pour voir quelles seraient les suites. L'ADEME nous accompagne dans ces suites-là. Parmi les autres accompagnements en cohorte qu'il y a cette année, il y a le parcours d'accompagnement Avenir Montagne Ingénierie, donc, qui est fait avec la NCT et qui mobilise donc l'association de promotion de la fabrique des transitions et Mountain Wilderness, qui est une association en montagne qui travaille depuis des années sur la transition économique et la transition des territoires de montagne. Pareil, ce parcours s'appuie beaucoup sur le premier parcours d'accompagnement qu'on a lancé avec l'ADEME, donc un parcours en 5 phases, et qui est à destination de tous les lauréats de l'appel Avenir, du programme Avenir Montagne Ingénierie, mais qui vise plus particulièrement 9 territoires pilotes qui vont être suivis de près et accompagnés par la fabrique et ses alliés sur leur projet de transition. Ce programme est piloté par Benoît, et je crois que tu es là, Benoît, si tu veux en dire 2 mots. Je ne sais pas si tu es reparti. Non, je suis là. Ouais. Oui, on avance donc avec 9 territoires pilotes à l'image de ce qui avait été fait sur l'ADEME, comme tu l'as dit. En termes de retour d'expérience, pour le moment, c'est encore un peu tôt parce que on sort à peine de la phase de diagnostic, on est à peine au milieu de l'année, donc pour mémoire, c'est un programme qui va durer jusqu'à début 2024. Et dont on espère qu'il pourra continuer après. Bon, pour l'instant, ça reste sous réserve, mais en tout cas, il y a déjà des signes qui montrent que la NCT réfléchit à l'étape suivante à laquelle on pourra peut-être également participer. Donc, pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on puisse réfléchir tous ensemble à la suite. Les idées sont les bienvenues. Voilà, par exemple, on avait fait une session, un webinaire orienté sur la transition des modèles économiques. Et Sandro De Gasparo de l'IEFC, justement, est intéressé pour qu'on discute des suites potentielles. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup qu'on y passe un petit peu de temps tous ensemble. Merci Benoît. Et on essaie de vous partager tout ce qui est fait, toutes les ressources qui sont produites au sein de ce parcours d'accompagnement. Dans l'établi, à chaque fois, on vous envoie une synthèse qui est d'abord destinée aux territoires de montagne, mais qu'on vous diffuse aussi avec les webinaires, les ressources qui ont été partagées, les différentes thématiques qui ont été abordées, que ce soit sur le nouveau modèle économique, sur la conduite de changement, la gouvernance ou des enjeux spécifiques aux territoires de montagne aussi. Donc voilà, vous avez aussi à disposition ces ressources-là si ça vous intéresse de creuser et de voir un peu plus ce qui est fait au sein de ce parcours d'accompagnement. Voilà. Merci Irvina. Aussi pour vous tenir informés dans cette logique d'accompagnement en cohorte, donc la première, ce qu'on avait fait avec l'ADEME en 2021-2022, c'était vraiment à l'échelle nationale. On s'est rendu compte, chemin faisant, qu'un des intérêts de ces accompagnements en cohorte, c'était de rassembler autour de la table différents territoires et que ça serait intéressant de voir de manière régionale comment on pourrait mener des accompagnements qui permettraient de faire travailler à différentes échelles, des différentes collectivités de différentes échelles au sein d'une même région. Ce qui est particulièrement stratégique, notamment pour les temps d'animation entre pairs, parce qu'il y a peut-être des enjeux territoriaux qui sont similaires, partagés, et parce que ça permet vraiment de créer une vraie dynamique au niveau régional. Donc, on est en train de réfléchir à ça avec l'ADEME, et on a du coup commencé à travailler de manière en tout cas, on a bien commencé à travailler avec la région Occitanie, et notamment l'AREC. Donc, pour savoir que notre rôle là à PFDT, ça ne va pas être de tout faire. Ce n'est pas notre but, ni notre rôle, ni notre légitimité. Le but, c'est qu'on travaille de près avec un allié pivot
qui puisse être en capacité d'animer ces cohortes, de mobiliser. Et nous, la PFDT, on aurait plutôt un rôle de suivi, d'appui au pilotage. Mais c'est vraiment l'allié régional qui, lui, a connaissance des enjeux du territoire, qui va vraiment être en mesure de porter ces accompagnements régionaux. Donc, il y a aussi tout un enjeu de notre côté aussi à partager nos méthodes, à les enrichir justement avec cet allié. Donc, on est en train de travailler ça avec la région Occitanie. Il y a d'autres régions avec lesquelles on est en discussion de près ou de loin, mais ça va être vraiment notre objectif stratégique. Nous, c'est vers ça que tend l'association de promotion, vraiment, comment on régionalise ces accompagnements-là et comment on les territorialise une fois qu'on a fait la preuve de concept au niveau national. Julien, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots là-dessus, parce que c'est quoi le monsieur cohorte? Ok. En complément. Oui, en gros, il y a plusieurs pistes avec d'autres régions, donc on peut les citer, mais pour l'instant, on est plutôt au stade de la discussion. Donc, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est la région Grand Est, c'est la région PACA, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, c'est un montage qui se joue entre l'ADEME national, les directions régionales de l'ADEME dans les régions concernées et les institutions régionales, les conseils régionaux. Et donc, en gros, on essaye de travailler à l'adaptation de cette colonne vertébrale des cohortes qu'on a testées avec l'ADEME ou qu'on met en place avec la NCT dans les territoires de montagne, à des dynamiques régionales et avec du transfert de méthodologie depuis l'association de promotion vers l'allié pivot en question, donc là, l'AREC pour l'Occitanie, et un enrichissement de la méthode colonne vertébrale de l'accompagnement en cohorte du point de vue de l'allié pivot qui, du coup, a toute latitude pour venir changer, transformer, modifier, enrichir le processus qu'on met en place. Voilà, donc on est engagé dans cette dynamique-là. Et ce qu'on joue au niveau de l'association de promotion de la fabrique, c'est de la mise en lien entre ces cohortes régionales, c'est-à-dire qu'on puisse non seulement entre alliés pivots échanger sur ce que veut dire être dans une posture d'accompagnement de l'accélération de la conduite de changement dans les régions, mais aussi entre territoires accompagnés pour pouvoir faire ce lien. Donc voilà, on essaye de tenir ça. C'est un vaste enjeu. Et il y a d'autres pistes qu'on travaille notamment avec le CEREMA pour essayer d'imaginer ce que pourraient être des cohortes avec des thématiques colorées autour des risques naturels, des risques climatiques et en mobilisant toute l'ingénierie et l'expertise du CEREMA sur ces questions. Donc voilà, des pistes, on en a de nombreuses et on verra sur lesquelles on arrive à atterrir opérationnellement en 2023-2024. Et justement, ce que tu rappelles, Julien, c'est que ce besoin à travers différents accompagnements en cohortes régionaux, d'avoir un espace justement de partage, ça serait justement au sein de cette communauté apprenante qu'on appelle fabrique locale, qui pourrait rassembler du coup les alliés pivots qui eux-mêmes partagent, des alliés pivots de différentes régions qui partagent leurs enseignements, leurs enjeux, leurs besoins et qui font en gros de l'ingénierie pair à pair. Bon, voilà, c'est un espace qui sera aussi du coup à qualifier chemin faisant. Est-ce que vous avez des questions sur ces cohortes, leur sens, des exemples? On va vous partager aussi à la suite le retour qu'on a. On a essayé de faire un petit document aussi qui montre comment s'est déroulé le parcours pilote 1. Donc, on pourra vous partager tout ça. Oui, Nicolas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nicolas Clinquant du cabinet Spelia. C'était une question à destination de Benoît pour peut-être avoir un petit peu plus de détails sur le plan Avenir Montagne. Je trouve que c'est un test grandeur nature, voire grandeur très grande nature, parce qu'il y a quand même du monde dans les territoires qui sont concernés par l'assistance. Je me demandais deux choses. La première, quelles étaient les étapes qui allaient arriver là derrière le diag que tu évoquais. Et puis la seconde, quelles étaient éventuellement déjà les difficultés auxquelles vous pouviez vous confronter, peut-être liées justement au nombre de bénéficiaires du plan Avenir Montagne qui est assez important, et poursuivre des programmes nationaux par ailleurs de notre côté, on sait que c'est un jonglage qui est pas toujours évident, notamment pour garantir une forme de permanence dans les modes d'intervention auprès des acteurs publics. Voilà. Ok.
Alors, en fait, on articule dans ce programme à la fois ce qu'on a appelé un tronc commun, donc qui s'adresse à l'ensemble des territoires lauréats du programme Avenir Montagne. Donc, il y en a une soixantaine, et donc un accompagnement plus précis sur 9 territoires pilotes. Donc, on a déjà déroulé une bonne partie du tronc commun parce qu'on a travaillé donc classiquement sur tout ce qui était cadre de pensée, d'organisation. Et là, ce qu'on observe, c'est que on a un taux de participation qui est correct, qui n'est pas délirant, mais qui est correct. On a entre 50 et 60 personnes qui participent régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a une par territoire, il y en a plusieurs par territoire, il n'y a pas tous les territoires. Au départ, c'est quelque chose qui était voulu pour adresser les élus en priorité. Et par rapport à la dimension en fait, du programme, on s'aperçoit qu'on est tributaire de la façon dont le programme avance tout simplement et qui n'est pas entre nos mains. Donc, par exemple, le programme, il a commencé en tant que tel Avenir Montagne Ingénierie, donc c'est l'État qui finance des chefs de projet ingénierie dans les territoires. Et donc, en fait, il a été lancé il y a plus d'1 an et on s'aperçoit que les derniers chefs de projet viennent d'être recrutés. Donc, il y a des territoires qui n'ont pas du tout avancé au même rythme. Et forcément, la mobilisation des élus sur certains territoires, elle est dépendue, elle a été très dépendante de ce rythme-là. Ce qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, tous les élus qu'on voudrait. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de difficulté, c'est que nous, on se situe dans le cadre d'un programme Avenir Montagne Ingénierie qui est très orienté tourisme, diversification touristique, ou en tout cas transition touristique, et que on est quand même un peu, j'allais dire, les seuls à poser la transition systémique et à parler véritablement de changement de cap. Donc ça, c'est pas évident parce qu'il y a d'autres partenaires que la NCT a mobilisés qui sont pas forcément tout de suite dans ce discours-là. Donc on doit assumer un petit peu cette originalité, si je puis dire, et puis en même temps arriver à jouer notre rôle, et c'est pas évident, ça pose de vraies questions. Voilà un peu les difficultés qu'on a. Alors pour maintenir la participation dans la durée, en fait, donc on va travailler plus spécifiquement avec les territoires pilotes. Donc on va mettre en place les groupes de pairs, comme ce qui avait été fait sur l'ADEME, qui vont travailler entre eux, avec ensuite un principe d'agora interterritorial sur ces territoires pilotes, et ensuite un appui pour aider les territoires pilotes à mettre en œuvre des projets tests sur lesquels ils pourraient tester un peu la démarche de transition systémique. Donc ça va se faire tout au long de l'année 2023, et sachant qu'à chaque étape, on fait un retour vers les territoires, vers l'ensemble des territoires. Par exemple, là, une fois que la phase de diagnostic sera terminée, on va retourner vers la soixantaine de territoires lauréats pour leur faire le retour d'expérience de ces diagnostics, qu'est-ce qui en est ressorti, comment les territoires pilotes l'ont vécu, etc. On fera la même chose après les groupes de pairs et l'Agora avec les territoires pilotes. Et on vise en fin d'année, début d'année 2024, un travail de convergence, donc là, qui va partir véritablement de ce qu'on aura vu sur les pilotes et qui aura pour objectif d'être partagé et co-construit avec l'ensemble des territoires pour imaginer une démarche de généralisation et de passage à l'échelle. Merci Benoît. Je me disais aussi en complément, c'est intéressant il y a une vraie attente, j'ai l'impression, du côté des territoires de montagne, de repenser leur modèle aussi économique. Enfin, il y a la conscience que le tourisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, la fin du ski, voilà, il y a des limites, mais on est quand même sur des réponses à repenser le tourisme, pas forcément repenser notre modèle économique. Enfin, il y a une vraie difficulté, je trouve, économique à repenser dans les territoires de montagne, avec aussi un vrai manque d'exemples ou d'autres types d'initiatives qui pourraient leur servir d'appui, d'inspiration, de mobilisation. Donc, c'est à eux presque d'être pionniers là-dessus et donc de passer à l'acte. Et donc, c'est assez
Voilà, bon, il y a pas mal d'enjeux, mais celui-ci sur le modèle économique me paraît quand même assez important, quoi. Donc, voilà, je me permets de Oui, et puis il y a ce modèle, il y a la question du modèle économique, et il y a aussi en préalable un petit peu la déconstruction aussi du modèle économique actuel, parce que bon, là, c'est très contrasté en fonction des territoires, mais globalement, aujourd'hui, on a du mal à sortir les acteurs des territoires de la vision et de l'attachement qu'ils ont au modèle touristique, et notamment au modèle touristique hivernal qui repose sur le ski. Merci Benoît. Maurice, allez-y. Je ne vous entends pas. Merci. Donc, j'ai une question. Maurice Sancium, donc, je suis avec une initiative régionale, mais aussi qui est dans un contexte européen, avec 8 autres initiatives similaires à celles que l'on souhaite porter en France. Et donc, il y a des dimensions très proches à ce qui se fait, ce que vous avez évoqué sur la mise en réseau, les liens, l'approche systémique. Là, en l'occurrence, c'est sur les cohortes régionales. Je voulais savoir pour l'Occitanie s'il serait possible d'élargir ou d'étendre. Là, je comprends que l'allié pivot aujourd'hui, c'est la REC, peut-être avec plus un focus énergétique. Si on pouvait l'étendre sur la dimension eau, sur le bassin versant Adour-Garonne. Non, il n'y a pas de focal, Maurice, et bonjour au passage sur la question énergétique. Justement, l'AREC est venu nous chercher pour élargir son périmètre légitime d'intervention et prendre en considération notamment les questions agricoles, alimentaires, de ressources au sens large. Donc, c'est bien ça qu'on va travailler. L'idée, c'est d'en avoir un allié pivot qui soit légitime et reconnu dans la région pour pouvoir faire ce travail et qui soit déjà en lien avec des tas de collectivités et d'acteurs territoriaux pour engager le mouvement. Voilà. Et donc, on aura l'occasion à ce moment-là de diffuser au niveau de la fabrique via les établis. Il y aura sans doute des appels à fabrique parce qu'il faudra co-construire notamment le tronc commun et élargir le spectre, voilà, chercher des expériences complémentaires. Donc, voilà, à ce stade, c'est trop tôt pour pouvoir partager quoi que ce soit. On est encore dans le positionnement, mais si on en parle officiellement, c'est parce qu'on a passé quelques étapes, on a cranté, et je pense qu'aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. On va aller au bout de cette cohorte régionale avec la REC, mais dès lors que ce sera un peu plus ficelé et officiel, on pourra partager comme on le fait sur la montagne, comme on le fait avec l'ADEME, des opportunités dans lesquelles on viendra bien mobiliser des compétences ou du retour d'expérience des alliés. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose en réponse? Je suis Florence Bune-Richard, je suis en Occitanie. Je sors du collège des transitions sociétales où j'ai passé 8 ans et je suis enseignante à l'Université de Toulouse sur un DU sur la transition. Et quand les enseignants-chercheurs sont tombés sur moi, ils m'ont dit « Ah, mais c'est génial ce qui se passe dans TES, qui est une fabrique locale, en fait, ce programme de recherche. » Et ils ont eu envie de faire la même chose ici. Je leur ai dit « Pop, 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 ça s'est fait en 8 ans, donc on ne va pas y aller comme ça. » Et ils ont quand même voulu avancer. Et en fait, on a rencontré la REC qui avait envie de lancer une fabrique locale. Et on se rend compte qu'il y a une fabrique locale qui va sortir. Donc, on s'est dit qu'on allait bosser ensemble avec la REC. Et du coup, nous, on a commencé à creuser, à se dire qu'avec notre DU, on va faire une table ronde sur les transitions, que ce sera l'occasion de rassembler plein de gens. On a commencé à rencontrer le GIP Transition sur l'agroécologie. Donc, ils sont au courant qu'il y a ça. Comment ça s'appelle, l'URCPIE, qui sont des éducateurs à l'environnement. Donc, moi, dans mes travaux, j'ai commencé à expliquer ce qui se passe, même avec l'association Agora Pyrénées qui travaille sur... Enfin, qui a monté aussi une démarche comme ça de co-construction et d'innovation avec les 4 fantastiques qui sont dedans. Moi, quand je suis arrivée là, je me dis « Ah, génial, on a un test en pyrénéen ». Et donc, on est en train de faire du lien là en sous-main et on attend effectivement que la REC dimensionne le projet parce que derrière, c'est une ambition politique et des financements qui vont faire qu'ils vont peut-être nous dire « On peut pas… » On a le réseau des tiers-lieux aussi qu'on voudrait associer. Mais jusqu'où la REC va pouvoir aller pour contenir les choses et jusqu'où on est aussi dans cette démarche volontaire, bénévole des acteurs d'Occitanie à entrer dans la démarche. Voilà.
Non, on n'est pas sur Merci. des approches bénévoles, mais là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail du montage du dossier. Ce que j'entends, c'est que ça suscite pas mal d'intérêt et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls en Occitanie qui pourraient être partie prenante de cette démarche-là. Donc, il faudra qu'on monte un temps dédié de présentation du dispositif avec la REC et qu'on puisse du coup discuter ensemble à ce moment-là. Je vous propose qu'on enregistre ça et qu'on avance là dans le déroulé de la présentation. Mais merci pour vos apports. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les cohortes? Je vous ai mis dans le chat aussi peut-être des documents qui permettent un peu d'incarner comment ces cohortes sont pensées, les différentes phases et d'avoir le retour d'expérience de l'ADEME. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil aussi pour en savoir plus. Hop. Une petite question Oui, Charlotte. sur les cohortes. Bonjour à tous. Sur les cohortes, est-ce que pour l'instant, ce type de cohorte, c'est réservé à l'Occitanie ou est-ce que vous envisagez justement de l'élargir? J'ai cru comprendre que pour l'instant, ça restait sur l'Occitanie ou est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, parce que c'est vrai que souvent, ça prend du temps. Et après, quand on met du temps à l'élargir, c'est long. Ouais. Mais du coup, c'est ce que Julien rappelait rapidement, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans la diapo, c'est que pour l'instant, ça avance bien avec l'Occitanie, mais qu'il y a d'autres liens avec d'autres régions, en effet. Ouais, Julien, je te vois ouvrir le micro si tu veux. Finis Bon. ta phrase, Anne-Lou, pas de Ouais. souci. C'est bien. Ouais, donc on est en train d'essayer de voir s'il y a d'autres régions, de prospecter aussi et de nouer des liens potentiels avec d'autres régions, que ce soit Nouvelle-Aquitaine ou Bourgogne-Franche-Comté. Mais voilà, a priori, c'est d'abord avec Occitanie que ça va cranter, mais le reste, on n'est pas. Justement, le but, c'est d'avoir plusieurs régions en même temps pour justement créer des liens entre ces régions-là dans l'accompagnement. La convention qu'on a signée, enfin qu'on n'a pas signée, mais l'accord de principe qu'on a avec le principal sponsor et financeur de cette démarche, c'est-à-dire l'ADEME, a convenu qu'on allait travailler dans 4 régions pour 4 cohortes territoriales et donc une jauge estimée d'une quarantaine de territoires accompagnés sur 2023, 2024, éventuellement 2025, le temps de monter, ficeler, mettre en œuvre et évaluer ces programmes et les boucler au plan administratif. Donc, vous voyez, on est dans ce pas de temps-là. Pourquoi ça part avec l'Occitanie? Parce qu'en fait, la REC était présente à l'Assemblée, avait déjà identifié l'opportunité de construire quelque chose avec nous, avait déblayé le terrain d'un point de vue institutionnel, bref, était opérationnel pour pouvoir nous aider à enclencher stratégiquement et concrètement la dynamique qu'on essaye d'installer. Et donc, elle a vocation, cette dynamique, à ne pas être juste un one-shot dans le territoire en question. L'idée derrière, c'est bien que l'écosystème qui va se mettre en mouvement autour de cette fabrique des transitions en Occitanie soit pérenne, puisse engager d'autres démarches, éventuellement d'autres cohortes au plan territorial, et on fera le lien avec les autres régions dans lesquelles ça va s'opérationnaliser de la même manière. Bon, maintenant, ça, c'est la visée stratégique. On verra dans le réel ce qu'on arrive à faire. Vous connaissez en tant qu'acteur des transitions les enjeux de pilotage comme moi. On maîtrise pas tout dans ces situations. On a des caps ou en tout cas des visées sur lesquelles on essaye d'avancer. Après, la trajectoire, elle est aussi constituée par les aléas de terrain et la façon dont on peut avancer avec les institutions, le politique. On met quand même les régions au sens des chambres régionales dans la boucle. Donc, vous voyez, tout le jeu politique de validation, il y a les directions régionales de l'ADEME qui sont dans la boucle. Enfin bon, voilà, ce n'est pas une mince affaire en termes d'agencement institutionnel d'acteurs. Voilà. Et on n'en est pas à la phase d'identification des territoires et d'enclenchement de la cohorte. D'accord. Voilà, juste pour précision, c'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait par exemple d'aspect tourisme, changement, donc ça c'est je crois sur la cohorte nationale. Moi, c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels je travaille aussi. Donc à la fois l'aspect agroécologie, l'aspect tourisme, tous ces aspects-là, vraiment économie et transition écologique, tous ces aspects-là. Donc voilà, si vous voulez développer, moi je suis en PACA, donc si on a pas mal d'enjeux en PACA et ça pourrait être intéressant. Voilà, je travaille sur le reste de la France, mais au niveau vraiment ancrage territorial, je suis en PACA. Voilà. Merci. Merci de l'info, on note. Et Julien le rappelait tout à l'heure, il parlait des appels à fabrique, mais je voulais quand même faire un point, c'est-à-dire toutes les infos
quand il y aura des avancées sur ces dispositifs, sur ces accompagnements-là, quand il y aura des appels aussi à alliés, on le fait dans notre établi, qui est la newsletter de la Fabrique des transitions, qui paraît chaque mois, qui vous a envoyé sur vos adresses mail et qui a tout un encart appel à fabrique, qui est vraiment un espace où justement on essaie d'ouvrir ces dispositifs-là et de vous proposer des espaces dans lesquels vous investir, vous engouffrer. Donc, n'hésitez pas à être vigilant aussi sur ça. Nous, on essaie de relayer de manière la plus transparente possible tout ce qui est fait dès qu'il y a des espaces ouverts. Ok, est-ce qu'il y a... On peut peut-être avancer sur le dernier programme qui va être un peu plus rapide. Donc, c'est tout le programme d'appui ponctuel et expérimentaux. Je te laisse dérouler, Irvina. Merci. Oui, alors, vous voulez quand même vous partager ce qu'on a essayé de mettre en place au sein de la PFDT. Nous, on reçoit souvent des demandes d'alliés qui ont besoin d'appui à un moment donné sur un projet pour, je ne sais pas, la gestion des déchets, pour l'animation, pour l'accompagnement d'un PAT. Et en face, on a aussi des personnes qui ont des offres. Et du coup, on s'est dit qu'on allait mettre en place un processus pour faire en sorte de mieux qualifier les besoins et les offres des alliés. Et nous, on joue vraiment ce rôle-là d'intermédiaire et de mise en lien. Donc, on va mettre sur le site web une petite page qui vous permettra, si vous avez des besoins, des offres à partager, de nous les transmettre et que nous, on puisse ensuite les diffuser à l'ensemble des alliés pour vraiment jouer ce rôle de mise en lien. Donc, on est en train de formaliser ça. Et c'est vraiment à terme le rôle que doit jouer aussi la PFDT. Ce n'est pas tant de répondre à ces appuis-là, mais de vraiment aider à la qualification de ces besoins et de ces offres pour ensuite mieux mettre en lien les alliés. Donc voilà, pour dire qu'on avait avancé là-dessus et qu'on enverra une page qui permettra de répondre et de partager vos offres quand vous en aurez pour le rendre visible au sein de l'Alliance. Tu peux avancer, Irina. Oui, dans ce troisième programme, donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi les appuis, ce qu'on appelle expérimentaux. À la base, ces appuis expérimentaux, ce sont des accompagnements qui ont un intérêt, disons, un intérêt général ou un intérêt pour l'Alliance et qui sont réalisés auprès de départements ou de grandes villes. Nous, à PFDT, on essaie de rentrer dans la boîte noire de la collectivité, avec essayer de voir les tensions qu'il y a politico-techniques et en tirer les enseignements qui peuvent être utiles à l'Alliance. En 2023, il y en a 2. Le premier, c'est le Puy-de-Dôme avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc, c'est un partenariat qui est ancien. Ça a été le premier conseil départemental à signer la charte de la fabrique à ses débuts. Donc, on est en lien avec eux depuis 2020. Et au fur et à mesure de ce partenariat, on est arrivé à une convention cette année qui porte sur 2 volets. Donc, le premier, c'est de continuer un appui organisationnel, disons, au sein du conseil départemental pour les aider sur la mise en place, développer la transversalité au sein de l'organisation, les aider ponctuellement sur des appels, créer des espaces de réflexivité en interne de l'organisation. Et un deuxième volet qui est l'appui à la mise en place d'une fabrique départementale qui est portée avec un allié, un massif central qui s'appelle Rurener et qui, du coup, a fait le diagnostic et a mobilisé 4 territoires pionniers au sein de ce conseil départemental. Et donc, on est en train de penser avec Rurener et le CD63, un dispositif de mini-cohorte en fait, à l'échelle locale pour créer une fabrique départementale. Donc, c'est en cours de constitution. Il y a déjà eu des diagnostics qui ont été réalisés par Rurener, les restitutions. Et là, ça va être lancé d'ici quelques semaines. On va revenir dans le conseil départemental du Puy-de-Dôme. L'intérêt aussi avec ça, c'est de pouvoir en tirer des enseignements. Donc, on est en train de capitaliser tout ça pour faire un petit livret, pour vous partager aussi tout ce qui s'est joué. Donc, de tirer des enseignements, de le diffuser à d'autres conseils départementaux, de voir un petit peu ce qui s'est joué ces dernières années là-dessus. Deuxième appui expérimental, c'est avec la ville de Lyon, donc qui est venue nous voir suite au fait qu'elle a été sélectionnée parmi les 100 villes neutres en carbone à l'horizon 2030, qui est un programme porté par la Commission européenne. Et donc, la ville de Lyon est venue nous voir là-dessus pour l'aider à positionner ce que serait leur stratégie, mais surtout être en appui sur l'animation de tous les acteurs qui sont impliqués à l'échelle de la ville, travailler sur la mise en récit. Donc, on a commencé ce partenariat-là en juillet 2022, si je ne m'abuse. Il y a eu un diagnostic qui a été réalisé et là, on est en train d'affiner un petit peu et de poser la stratégie. Pareil, il y a eu toujours cette logique-là au sein de la ville de Lyon de rentrer dans la boîte noire de la collectivité, d'être en appui
un appui politico-technique pour l'instant. Et le but de ces accompagnements-là, c'est que nous, on y va à PFDT en premier pour voir un petit peu les tensions qu'il y a. Et après, on essaie, une fois que c'est posé, de l'ouvrir à d'autres alliés, comme on a fait dans le conseil départemental du Puy-de-Dôme avec Rurener. Voilà, je ne sais pas, Julien, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, sinon je passe à la suite. Simplement dire que association de promotion, on joue un rôle d'ouverture de porte, Oui. c'est-à-dire qu'on est légitime, souvent en lien avec Jean-François Caron, qui a un parcours d'élu, qui parle à d'autres élus, et donc voilà, on rentre comme ça par la petite porte sans répondre à des appels d'offres, hein. C'est vraiment un partenariat expérimental pour s'autoriser à explorer les conditions de réussite de l'accélération des transitions dans le territoire en question et en partant de la collectivité. Et donc, en poisson pilote, on crée les conditions d'une compréhension partagée des enjeux, des besoins, etc. Et progressivement, l'intention, c'est de jouer la dynamique d'alliance parce que ce n'est pas l'association de promotion qui accompagnera en tout et pour tout la ville de Lyon ou le département du Puy-de-Dôme. Et donc, vous voyez, il y a des phases. Et donc, le Puy-de-Dôme est un bon exemple puisqu'on est parti plus tôt. Et comme le disait Anne-Louise, Rurener a pu rentrer à un moment donné à un état de maturité. Et Rurener, pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient déjà formés au diagnostic puisqu'ils nous avaient demandé un accompagnement en ce sens dans un projet Massif Central en transition. Ils faisaient déjà un peu ce qu'on allait vouloir faire avec le département. Et donc, vous voyez, c'est c'est de l'agencement aussi de compétences. Et ils étaient situés à Clermont-Ferrand. Donc, voilà, ça faisait coup double. Ils étaient en présence en géographique et compétents sur le sujet qui allait pouvoir les mobiliser. Donc, peut-être en éclairage, expliquer que ces choses-là se font aussi chemin faisant. On n'a pas fait d'appel à manifestation d'intérêt pour recruter des alliés là, sur le Puy-de-Dôme. Ça s'est fait plutôt par une identification fine de l'adéquation entre l'offre et le besoin. Merci, Julien. Hermina, tu peux y aller sur les dernières, voilà, pour dire aussi qu'il y a d'autres projets, on a simplement qualifié autres parce qu'ils rentrent dans ces appuis, mais ils sont, disons, plus, voilà, ils ne sont pas forcément dans un programme en particulier, mais il y a un partenariat avec la ville de Los Angeles et GESCOD pour travailler avec Yaoundé 6, donc, qui est au Cameroun. Donc, c'est un partenariat en cours, voilà. Il y a aussi tout un travail avec Beyond Snow, qui est porté par Benoît aussi, ici présent, sur les enjeux montagne et qui réunit de nombreux centres de recherche européens sur l'avenir des stations de ski. Et enfin, un accompagnement aussi qui est mené par la PFDT auprès du Collège des transitions sociétales. Il faut savoir qu'à ses débuts, il y avait cet enjeu-là de former aussi d'autres alliés, d'être en lien avec eux. Et donc, le collège faisait partie de ces alliés-là qui avaient sollicité une formation de la part de la PFDT. Et donc, on est encore en train de finaliser ce lien-là avec le Collège des transitions. Mais voilà, c'était pour être exhaustif et transparent sur tout ce qu'il y avait en cours. Mais voilà pour le programme 3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des remarques ou des besoins de précision, des interrogations ou des critiques d'ailleurs? Merci Nicolas du retour. Ok, pas de questions. On n'a pas remis, on avait eu lors de la première version de la feuille de route beaucoup de projets, d'alliés qui avaient proposé des projets à mettre au pot commun, des besoins, mais vu qu'on n'a pas eu forcément de retour et qu'on a essayé justement d'installer tout un processus au sein de la PFDT, on n'a pas remis tous les projets, mais il y a aussi plein de demandes continuelles chaque jour d'alliés qui proposent des offres et qu'on essaie nous de rendre visibles au sein de l'établi. Donc voilà, juste un petit rappel, hein, c'est vivant cette partie-là. Où est-ce qu'on trouve la feuille de route dans sa dernière version, du coup, Anne-Lou? Est-ce qu'on peut la télécharger sur le site ou si pas encore, est-ce que ce sera possible? Comment on peut s'emparer de ce document? Oui, ça sera envoyé dans l'établi. Il y aura le lien avec un article sur le site web avec la feuille de route définitive.
Mais je vais vous envoyer aussi, si vous voulez, dans le doc, la dernière version, comme ça, vous pourrez la feuilleter si besoin et plonger. On a essayé de jouer le rôle de télescope pour vous, mais rien ne vaut vos yeux directement. Donc, je vais vous partager tout ça. Hop, mais ça sera sur le site et dans l'établi qui sortira la semaine prochaine. Irvina, si tu veux compléter là-dessus, je ne sais pas. Non, c'est exactement ça, effectivement. Du coup, on diffusera largement la feuille de route dans le prochain établi qui va effectivement normalement être envoyé en début de semaine prochaine. Et à partir de là, elle sera librement accessible depuis le site web. Mais effectivement, si tu veux partager déjà dans le chat le PDF, Louise, c'est parfait. Hop, je vais faire ça. Et vu que j'ai la parole, je la garde peut-être s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques sur les différents programmes opérationnels, pour rappeler du coup les prochaines dates en ce qui concerne la feuille de route. D'abord le 5 avril avec le prochain conseil d'administration de la PFDT, lors duquel seront notamment examinés les projets de chantier que vous nous avez soumis. Et ensuite, date ultime, le 15 septembre, la prochaine Assemblée des Alliés, lors de laquelle, du coup, on pourra revenir sur les actions qu'on a menées ces derniers mois et les évaluer, du coup, à l'aune de cette feuille de route. Et aussi, comme évoqué en introduction, lancer éventuellement le processus de co-construction de la feuille de route pour 2024. Oui, et juste en complément, ce sera l'Assemblée, ce sera sans doute le 14 et le 15. On s'est dit qu'une journée, ce n'était pas suffisant, vu qu'on n'avait qu'un seul événement par an. On reviendra vers vous là-dessus, mais vous pouvez déjà sauver la date. Et en effet, ce sera l'occasion peut-être de faire une nouvelle version de la feuille de route 2024. Il faut savoir qu'on nous, on a expérimenté ça, on n'avait pas de méthode toute prête sur comment, au sein d'une alliance, on arrive à avoir ensemble un projet commun qu'on évalue, qu'on partage. Donc, on essaiera aussi de tirer les enseignements de cette feuille de route-là pour avoir une autre version encore mieux. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Nous, on teste là-dessus. On n'a pas trouvé de dispositif similaire qui existe qu'on peut répliquer. Donc, on expérimente chemin faisant. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire si ça vous a été utile, si vous voyez d'autres choses qui pourraient améliorer ce processus et cette manière de mettre en commun et d'avoir une feuille de route commune. Voilà. J'irais même un poil au-delà, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de cette feuille de route un outil d'évaluation et de suivi de nos dynamiques respectives et de nos dynamiques collectives. Donc, ce sera intéressant lors de l'Assemblée 2023 de comprendre justement ce que chacun des chantiers, ce que chacun des projets, ce que les différents types d'accompagnement ont permis d'enclencher, les résultats, les démarches, les limites. Enfin, on aura un temps de travail là-dessus. Et effectivement, on cherchera à construire cette nouvelle feuille de route sur 2023-2024. Et donc, peut-être que des choses perdureront d'une année sur l'autre, peut-être que de nouvelles choses apparaîtront. Donc, avec dans l'idée de garder ce processus, de partir de vos idées, de vos projets, de vos propositions lors de l'Assemblée et de les qualifier chemin faisant. Et vous voyez, là, entre septembre et mars, il a fallu tout ce temps-là pour arriver à stabiliser quelque chose qui soit collectivement construit et donc suffisamment stable, suffisamment nourri pour être affirmé, pouvoir être affirmé ou en tout cas officialisé comme feuille de route collective. Donc voilà, comme le dit Anne-Louise, on expérimente, on teste, mais à ce stade, on a l'impression, côté association de promotion, d'avoir quand même à peu près réussi le pari. Donc si ce n'est pas le cas et de votre point de vue, s'il y a des loupés, n'hésitez pas à le faire savoir dans une démarche d'amélioration du processus, on est preneur. Et du coup, d'ici la prochaine Assemblée des Alliés, il y a toujours les différents espaces de la Fabrique des Transitions qui sont à votre disposition, les permanences qui ont déjà été évoquées, donc tous les premiers mardis du mois. La prochaine aura lieu le 4 avril et le 2 mai. Les communautés apprenantes, et notamment celle sur la mise en récit, dont la prochaine date est le 12 avril. Les journées d'initiation à la conduite de changement systémique, qui sont donc cette journée de formation en visioconférence destinée à tous les territoires, et dont la prochaine date est le 17 mai. Et comme évoqué aussi à de multiples reprises, l'établi, où vous retrouvez notamment les fameux appels à fabrique, voilà, pour relayer les besoins sur les différents dispositifs de la Fabrique des Transitions. Et qui est aussi un espace où vous pouvez nous envoyer, si vous avez des événements
des publications, des initiatives que vous voulez mettre en avant, c'est un espace, nous, on fait vraiment le relais, on centralise tout ce que vous nous envoyez et on le rediffuse, donc c'est votre espace, donc n'hésitez pas à nous tenir informés, nous envoyer ce que vous voulez partager, c'est fait pour. Oui, exactement, effectivement. N'hésitez pas à nous envoyer vos actualités à l'adresse contact, notamment contact@fabriquedetransition.net. Comme ça, voilà, nous, on les relaie dans l'établi. Et enfin, pour terminer, mais bon, vous les connaissez aussi très bien, les 3 publications récentes de la Fabrique des transitions, du coup, les 4 fondamentaux de la conduite de changement systémique, les 4 fantastiques des territoires en transition et les affiches sur l'approche systémique qui ont été réalisées en partenariat avec le CERD, voilà, pour vous plonger un peu plus dans la démarche de la Fabrique des transitions. Et je vous mets le lien vers toutes les ressources dans le chat. Il y a aussi des podcasts qui ont été réalisés avec Territoire Audacieux sur différentes thématiques, des vidéos, les établis. Enfin, voilà, on essaie vraiment de compiler toutes ces ressources qui sont à votre disposition et vous pouvez aussi venir challenger. Et on espère que l'année prochaine, il y aura une autre qu'on pourra rajouter ici sur la mise en récit. Donc, je renouvelle aussi l'appel. Si vous avez mis en place ou porté des initiatives de mise en récit, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse les mettre en avant et les valoriser dans la prochaine publication de la Fabrique.